Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous aider à choisir votre deck. On a les Store Championship qui arrivent fin avril et on aura notamment aussi le Disney Lorcana Challenge à Lille le week-end du 24 et du 25 mai si je dis pas de bêtises. Et je pense que vous êtes tous dans la même situation que moi et que dans la même situation que la plupart des joueurs de Lorcana. Comment on choisit son deck? Alors c'est une question à laquelle on va essayer de répondre, notamment en se basant sur des choses qui ont déjà été établies dans d'autres TCG qui, eux, ont beaucoup plus d'années que Lorcana. Je pense notamment à Magic. Et on va s'intéresser notamment à moi un article de Magic que j'adore qui s'appelle La théorie de la montagne. Avant de dropper directement dans la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire et de nous rejoindre sur tous nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous soutenir directement avec notre lien affilié Ultimate Guard si jamais vous voulez protéger vos decks ou alors vos cartes de collection. Ce sont les meilleurs sur l'accessoire TCG en Europe. Merci énormément à tous ceux qui le feront. L'article de Matic Wisma qui s'appelle Mountain of Metagame, c'est un article qui est très dense avec beaucoup d'exemples et qui est donc du coup un article très technique et qui tend à apporter une manière de penser et une manière du coup de choisir et de sélectionner son deck pour les tournois les plus compétitifs. Je vais m'approprier cet article-là pour essayer de le vulgariser et vous donner des pistes de réflexion pour être capable, vous, de choisir votre deck à l'Orcana. Euh, je vais vous mettre quand même l'article en description. Je vous incite à aller lire cet article parce qu'il est vraiment très intéressant. Et encore plus si vous connaissez Magic parce que vous pourriez du coup comprendre tous les exemples qui sont poussés pour illustrer les pistes de réflexion. Donc cet article, c'est un article qui a été rédigé sur le blog de Areruya. Areruya, c'est une team compétitive de Magic. Donc vous avez tout l'article ici qui est décliné. C'est en anglais mais c'est très facile à lire. Au pire des cas, vous avez évidemment Google Trad pour vous aider s'il y a des points que vous ne comprenez pas très bien. L'article est rédigé par Mati Kwisma, pardon, qui est un joueur pro qui fait partie de la team Areruya. C'est un article qui a été rédigé en 2020 et qui, pour le coup, a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Moi, c'est un des articles de Magic qui m'a le plus inspiré, je trouve. Et je pense que c'est assez utile de le partager à la communauté Lorcana parce que je sais que Lorcana est un point d'entrée énorme pour le TCG, qu'il y a beaucoup de nouveaux acteurs, de nouveaux entrant dans le TCG avec Lorcana et ils ne connaissent peut-être pas cet article-là qui, pour le coup, est assez utile quand on se demande quel deck on va jouer. Alors, au cas où vous l'auriez pas compris, l'idée ici, c'est pas de vous apporter une réponse, mais plutôt un cheminement. Je vais pas vous dire quel est le deck que vous devez jouer dans votre Store Championship, mais plutôt de vous aider à réfléchir sur comment sélectionner le deck que vous devriez jouer à ces fameux Store Championship. Dans l'article Mountain of Metagame de Mati Kwisma, on imagine que le metagame, il est composé d'une chaîne de montagnes et chaque montagne représente un deck. L'idée, c'est pas tellement de savoir quelle est la montagne la plus haute, mais quelle est vous, en tant que joueur, l'altitude la plus haute que vous pouvez atteindre. Et donc, en fonction de vous positionner sur certains decks par rapport à la fois à la pente qu'il y a à gravir et la hauteur potentielle de la montagne. Ici, je vous ai fait un schéma qui est un schéma qui n'engage que moi, qui n'a aucune valeur de vérité. C'est ce que moi j'imagine plus ou moins actuellement du metagame de l'Orcana. Il y a probablement des gens qui pourront, et à raison peut-être, arguer que rouge-violet mérite d'être plus haut que bleu-gris, ou inversement. Moi, je vous donne ça à titre d'exemple pour amener une piste de réflexion et illustrer mes propos. Mais pour le coup, ça n'a pas valeur de vérité sur quel est le deck le plus puissant. Si on imagine que la puissance du deck, c'est son sommet, et que l'altitude à laquelle vous pouvez aller, eh bien, c'est la hauteur que vous pouvez atteindre sur chaque montagne, eh bien, l'idée, ça va être de trouver quelle est la hauteur maximum que vous pouvez espérer atteindre. Pour que ça soit plus clair, je vais carrément vous donner un exemple en comparant deux decks. Admettons que vous n'avez qu'une semaine pour vous entraîner et que donc du coup votre volume de jeu ne vous permettra pas d'atteindre plus de 50% de la hauteur totale du deck jaune-gris. Mais que par contre, vu que j'estime que la courbe d'apprentissage de violet-rouge est un peu plus simple, en une semaine, vous seriez capable d'atteindre 80% de maîtrise et donc du coup être à 80% de la hauteur de violet-rouge. Eh bien théoriquement, vous seriez plutôt favorable de choisir le deck violet-rouge que le deck jaune-gris, dès lors que votre laps de temps d'une semaine de préparation ne vous permet pas d'avoir un volume de game suffisant pour monter plus haut sur la montagne jaune-gris qui, à terme, vous permettrait d'être
plus haut en altitude. Par contre, si vous aviez un mois d'entraînement et donc la capacité à jouer plus de games et donc du coup à monter plus haut sur la montagne de jaune-gris. Si on estime que le sommet de jaune-gris est plus haut que celui de rouge-violet et que vous êtes capable d'atteindre 70% de maîtrise sur un deck difficile à jouer comme jaune-gris, mais que vous atteindriez 90% de maîtrise sur le sommet de rouge-violet, eh bien avec un mois de pratique, vous seriez quand même incité finalement à jouer le deck jaune-gris parce que même si vous le maîtrisez moins bien que rouge-violet, son sommet étant tellement plus haut, l'altitude à laquelle vous pourrez arriver en ayant 70% de maîtrise de jaune-gris sera au final plus intéressante et plus importante que les 90% de maîtrise que vous auriez sur rouge-violet. Encore une fois, ça c'est des stats qui n'ont aucune valeur de vérité. C'est juste pour illustrer un propos. La théorie de la montagne, c'est ça. À quelle altitude vous êtes capable de grimper en choisissant les decks que vous allez jouer. En fait, ça veut dire que communément, quand vous entendez, que ça soit de la part de vos partenaires, de créateurs de contenu ou sur les réseaux sociaux, joue le deck avec lequel tu es le plus à l'aise, eh bien, ce n'est pas forcément vrai. En fait, selon le temps que vous avez de test, la capacité que vous avez à grimper jusqu'au sommet de tel ou tel deck, eh bien, vous seriez parfois récompensé à jouer le deck qui est identifié comme étant le meilleur deck du format, si tant est que vous êtes capable de le grimper au moins un petit peu, ou alors que son sommet est beaucoup plus haut que les autres decks. Inversement, si jamais vous avez très très peu de temps de test, eh bien dans ce cas-là, vous seriez la plupart du temps reward à partir sur un deck que vous connaissez bien, quand bien même ce deck n'est pas forcément le meilleur deck du metagame. Par contre, attention, si ce deck est beaucoup trop faible, tu peux avoir 100% de maîtrise sur bleu-vert actuellement à l'Orcana. Je pense que le sommet de bleu-vert ne vaut pas 50% de maîtrise sur gris-jaune par exemple. Bon, maintenant on a compris la théorie de la montagne. La chaîne de montagne, chaque deck correspond à une montagne qui a des sommets plus ou moins hauts en fonction de leur puissance. Et toi, le but c'est de grimper le plus haut possible en choisissant le bon deck en fonction de sa pente et en fonction de son sommet. D'accord, mais comment on estime le sommet des montagnes? Comment on estime la pente qu'on est capable de gravir? Et bien là, du coup, c'est là où l'article de Matic Wisma il est très intéressant parce qu'il donne beaucoup d'exemples avec notamment des cas concrets à la pluie et qui vont vous permettre dans vos séances de test de pouvoir, entre guillemets, essayer de définir quel sera le meilleur deck pour vous. Donc il y a plusieurs conseils que Matic Wisma donne dans son article et que moi je vais essayer de reprendre pour essayer de vous les vulgariser ou en tout cas de vous les présenter de manière concrète liée à l'Orcana. Alors, les conseils pour estimer la puissance des decks du metagame. Le premier, c'est la puissance d'un deck n'est pas un attribut fixe. Certains ajustements dans les decks peuvent augmenter la puissance du deck. Je prends l'exemple de Lucky Dime, qui est donc du coup l'item bleu qui est rentré dans les decks bleu-rouge. Avant cet ajout-là, le deck bleu-rouge ne gagnait pas contre le deck violet-rouge. Avec la présence de Lucky Dime, le deck bleu-rouge de l'Orcana a eu un match-up très positif contre les decks violet-rouge. Pareil pour Umber Steel Song. Avant la présence de flûte dans les decks Umber Steel, le deck n'avait pas forcément un très bon match-up contre rouge-violet. Maintenant, si vous résolvez une flûte tour 2 contre rouge-violet, on a tendance à penser que le match-up est plutôt en faveur d'Umber Steel Song. Donc attention, le sommet d'un deck, il n'est pas tellement fixe. Il peut être voué à évoluer en fonction du fine-tuning et des decks qui sont trouvés au moment où les gens vont tester avec les decks. Deuxième conseil, et ça c'est la chose qu'on voit le plus passer, notamment quand les gens jouent seuls dans leur coin, les conclusions sur des petits échantillons n'ont pas de valeur. Ton échantillon personnel n'a aucune valeur. Si tu fais 10-0 sur Pixelborn avec ton deck, tu pourrais tout aussi bien perdre 0-10 sur la prochaine session. Le résultat sur un échantillon aussi faible que 10 parties n'a aucune fiabilité au sens mathématique. Il faudrait faire des centaines de games contre un deck donné avec un partenaire de niveau égal pour avoir des résultats satisfaisants. On estime qu'à partir de 100 parties, on commence à avoir une bonne idée. Mais c'est vraiment important justement de prendre les résultats des tops de tournoi parce qu'on peut estimer que le niveau des joueurs qui sont au top est plutôt de niveau équivalent, même si ce n'est pas toujours le cas. Et en plus de ça, il y a eu un nombre de games qui ont été joués dans les différents tournois qui nous apportent du coup, entre guillemets, des statistiques qui ont un petit peu de sens. Mais toi, seul devant ton écran sur Pixelborn, tu fais 10-0, ça n'a pas de valeur. Partagez vos conclusions avec d'autres personnes. C'est super important de tester en équipe. C'est pas pour rien qu'il y a des teams dans tous les TCG. Ça permet justement
d'augmenter ton échantillon de game. Si toi, tu as fait 10-0 avec ton deck vert gris, mais que ton partenaire, il a fait 10-0 avec son deck vert gris, qu'un autre partenaire, il a fait 20-0 avec son deck vert gris, ça n'arrivera pas, vous n'allez pas faire 40-0. Mais là, pour le coup, vous commencez à avoir un échantillon qui a un petit peu plus de valeur. Alors, c'est important quand même de s'entourer de coéquipiers dont vous connaissez le niveau de jeu, parce que ça peut forcément mitiger les résultats en fonction de quelle est leur propre altitude sur chaque montagne qu'ils vont jouer, évidemment. Mais dans l'idée, ça va vous permettre quand même de confronter des visions, confronter des avis et d'avoir un échantillon qui est plus important. Comme le disait Rémi Fortier, qui est un joueur de Magic français, Magic, c'est un jeu individuel, mais ça se gagne en équipe. Et je pense que c'est tout à fait applicable à l'Orcana. La lecture du metagame, ça a une certaine importance. La connaissance du metagame, l'anticipation de ce dernier, ça peut vous permettre de choisir un deck plutôt qu'un autre. Connaître l'environnement du jeu, ça peut viabiliser un deck plus qu'un autre. Si vous vous attendez notamment sur votre méta local pour un Store Championship à énormément de bleu-rouge, parce que vous savez que tous les joueurs de Montpellier jouent bleu-rouge, je prends un exemple au hasard, eh bien vous auriez peut-être intérêt à jouer Hyper Rush, Améthyste Ambre, quand bien même le deck a un sommet qui est très bas, un power level qui est plutôt faible et que globalement on ne le conseillerait pas. Mais si vous savez que ce deck-là a un bon match-up contre un autre deck et que ce deck-là, de par votre connaissance du metagame et de l'environnement du jeu, va être très représenté, vous avez peut-être un intérêt à justement méta-call et donc prendre le deck qui va s'adapter au metagame. C'est vrai sur des méta locales, sur des petits tournois, c'est beaucoup moins vrai sur des tournois de grande envergure. Globalement, je ne vous conseille pas du tout cette stratégie-là si jamais vous allez notamment à Lille pour le Disney Lorcana Challenge qui lui va accueillir plus de 2000 joueurs. Un autre biais qui est assez important. Gagner plus de la moitié du temps ne sous-entend pas que vous avez un bon match-up. Il s'agit potentiellement d'un biais de confirmation. Vous êtes peut-être meilleur que votre partenaire de test. La hauteur de montagne de son deck à lui n'est peut-être pas aussi haute que la vôtre. C'est super important, notamment quand vous testez un match-up. Je dis une bêtise, Amber Steel contre Rouge-Violet. Eh bien, si vous faites 20 games en jouant Amber Steel et votre adversaire rouge-violet, c'est super important que vous échangiez les decks parce que vous n'avez peut-être pas un niveau de jeu équivalent. Et échanger les decks, ça permet de mitiger entre guillemets les résultats et de voir entre guillemets si c'est le pilote qui a donné le résultat ou vraiment le deck. C'est pour ça que c'est important de tester avec plusieurs personnes, de switcher les partenaires et de switcher les decks lors de vos tests parce que globalement, on a de très très bons joueurs. Si vous êtes Zan Sayed, vous allez gagner plus de 50% de vos parties, qu'importe le match-up. Et ça sera vrai avec tous les joueurs qui ont des ambitions professionnelles ou très compétitives. Un autre conseil que j'aime beaucoup de la part de Matic Wisma, plus vous êtes en désaccord avec quelqu'un, plus vous devriez tester avec lui. Alors ça, c'est applicable dans les TCG, mais c'est applicable dans la vie. On dit souvent que si vous êtes d'accord avec tout le monde dans une pièce, il vaut mieux changer de pièce et que vous avez toujours intérêt à collaborer avec des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord, histoire de créer justement de l'échange et du dynamisme. Si deux personnes pensent qu'un match-up est favorable pour l'autre deck, eh bien dans ce cas-là, affrontez cette personne-là, tester contre cette personne-là. Pourquoi pense-t-il que son match-up lui est favorable quand bien même vous pensez que vous, ce n'est pas le cas? Peut-être qu'il a des techs, peut-être qu'il a des cartes spicy dans son deck, peut-être qu'il a des angles d'attaque auxquels vous n'auriez pas pensé. C'est justement extrêmement formateur et instructif de tester contre ces gens-là qui pensent avoir un bon match-up, quand bien même vous pensez le contraire. Ils ont peut-être des plans de jeu que vous ne soupçonnez pas, qui pourraient remettre en cause vos croyances personnelles. Enfin, établissez une fourchette de la qualité de vos tirages. Quel pourcentage de chance a votre deck de faire tour 1 Robin, tour 2 Bucky, tour 3 Alter Robin? Est-ce que le deck gagne bien sans cette sortie spécifique? Vous avez des outils pour calculer tout ça. L'hypergéométrie calculator, je vous mettrai le lien directement en description, qui vous permet justement de calculer les pourcentages de chance de toucher telle ou telle carte en fonction de votre main de départ, des cartes piochées et compagnie. Et ça peut vous donner un indice sur quelle est la consistance et la fiabilité de votre deck. En fait, attention à ne pas voir le deck par ses extrêmes, que ça soit par ses bonnes sorties alors qu'elles sont peu fréquentes, typiquement Robin tour 1, Bucky tour 2, Alter Robin tour 3. Est-ce que votre deck il gagne sans faire ça? Et quel est le pourcentage de chance que votre deck le fasse avec le mulligan gratuit de l'Orcana? Et à l'inverse, à ne pas aussi voir son deck par l'extrême des mauvaises sorties alors qu'elles sont très rares. Typiquement, on a beaucoup targué le deck de Zan Sayed de ne pas être fonctionnel parce qu'il jouait 22 non ancrables.
Et finalement, on a vu, d'après un tableau de calcul qui a été partagé par les Gilly Gabit sur les réseaux sociaux, qu'il y avait très très peu de chances d'avoir une main avec que des non ancrables et que ça n'impactait pas du tout les sorties régulières du deck. Donc voilà, attention à ne pas euh, entre guillemets, voir le deck trop beau ou moins beau et ne pas avoir une connaissance plus fine de la consistance de notre paquet. Voilà, si vous suivez ces conseils à la lettre, que vous êtes capable de vous entourer, d'avoir des amis, un groupe de test ou alors de faire un échantillon assez important sur Pixelborn et que vous essayez entre guillemets de raisonner au plus proche de tous les conseils que j'ai pu vous transmettre ici, vous devriez être capable à la fin de positionner plus ou moins les sommets des decks et de positionner vous à quelle altitude vous vous trouvez sur chaque deck et ça vous permettra potentiellement de choisir le meilleur deck pour aller en tournoi. Il y a un dernier facteur dont je n'ai pas parlé et qui, pour le coup, dans cet article ne transparaît pas. C'est normal, il faut quand même se rappeler que sur Magic, les joueurs, notamment qui écrivent des articles, sont des joueurs compétitifs qui, eux, ont une vocation professionnelle, c'est-à-dire que leur salaire et leur vie dépendent de leurs résultats, et donc du coup, ils ont une approche très pragmatique et mathématique du choix de leur deck. On est totalement en dehors de la notion de plaisir et d'amusement, qui est à mon avis, à mon sens, la notion première du TCG. Et donc je voulais quand même parler de la notion de plaisir. C'est pas quantifiable, c'est pas mathématique, mais prendre du plaisir à jouer avec un deck, ça peut apporter un supplément d'âme. Dès lors que on ne dépend pas, et sur l'Orcana pour l'instant personne n'est professionnel, qu'on ne dépend pas de nos performances pour vivre, eh bien je pense que la notion de plaisir peut quand même être un petit peu réintroduite et donc être ajoutée à cette vidéo que je vous partage pour choisir son deck. C'est pas quantifiable, ça vous aidera pas à choisir votre deck et ça peut souvent être une mauvaise raison de choisir un deck plutôt qu'un autre. Mais n'empêche qu'on est quand même là pour le kiff, que le TCG ça reste quand même un max de fun et que si jamais ce que vous valorisez c'est prendre du plaisir plutôt que de performer, ça a aussi de la valeur et encore une fois, le petit supplément d'âme de prendre beaucoup de plaisir dans ces parties, ça peut vous donner un petit peu de win rate, c'est en tout cas quelque chose dont j'avais envie de parler parce que pour le coup ici on n'est pas sur l'Orcana, sur un monde aussi professionnel que Magic. En conclusion, ça me paraissait important de pouvoir vous présenter cet article-là. Ce qui est super intéressant, c'est que Magic, c'est un jeu qui a 30 ans, qui a une scène compétitive et professionnelle depuis des années. Il y a des gens qui vivent de Magic, il y a des gens qui théorisent Magic, qui écrivent des articles sur Magic, qui philosophent même sur Magic. Et donc forcément, on a un nombre de données infini, un nombre de ressources de très très bonne qualité. Et en fait, l'Orcana, c'est un TCG aussi. Et donc, on peut appliquer toutes ces ressources préexistantes sur Magic à l'Orcana. C'est d'ailleurs pas pour rien que la plupart des joueurs qui performent sur l'Orcana actuellement, que ce soit sur les gros tournois français ou que ce soit sur Pixelborn, la plupart du temps, c'est des anciens pros, des anciens grinders de Magic et eux connaissent toutes ces ressources-là. C'est pour ça que j'avais envie de vous la transmettre. Je pense que la théorie de la montagne, c'est une théorie qui est super cool et qui permet de bien visualiser, entre guillemets, comment choisir son deck. Et si jamais ça vous intéresse, on pourra peut-être appliquer d'autres théories de Magic à l'Orcana, histoire de vous apporter quelques connaissances. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo qui ou s'en fichent parce qu'ils sont là pour le fun. Ça fait pas de mal quand même de connaître cette théorie-là. Ou alors la connaissent déjà parce que vous étiez compétitif sur d'autres TCG. Mais je pense, comme je l'ai dit en début de vidéo, que l'Orcana, c'est un point d'entrée pour plein de nouveaux joueurs dans le TCG. Et donc, ça me paraît important de pouvoir partager ces ressources-là. Merci énormément de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que j'ai réussi à être clair, vulgarisateur, pas rentrer trop en détail, pas être trop technique. L'idée, c'était vraiment d'essayer de parler à tout le monde. Moi, de mon côté, je vais repartir tout seul en ladder, builder un deck avec un sommet très très bas et une pente très très ardue. Mais surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.